Alors moi, mon coup de cœur cette semaine, je fais le mauvais élève, je ne l'ai pas avec moi, c'est La Gare du Nord, tome 3, qui vient de sortir chez Urban Strip. Donc c'est la collection des comic strips d'Urban, dans laquelle vous retrouvez notamment Cul-de-sac. Et c'est le dernier tome, du coup, de La Gare du Nord, donc, qui est une série que vous connaissez peut-être, qui est cette série avec ce petit viking que moi j'ai découvert personnellement dans les vieux journaux de Mickey, de mon frère et ce genre de choses. Pour faire simple, c'est un viking qui va aller très souvent attaquer l'Angleterre ou ses voisins européens. Et toujours dans cette idée de strip, donc 3 cases les unes après les autres, on va avoir un petit sketch à chaque fois. Donc très souvent, c'est très efficace, des fois ça permet de réfléchir. On sent par moments un peu la barrière de la langue parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots dans le strip de manière générale, ce qui fait que je pense que la version originale a une autre teneur, mais la traduction là est plutôt très bien faite, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a parfois quelques petits décalages, mais c'est pas bien méchant. Le travail d'édition est très malin, c'est-à-dire que vous avez un petit marque-page, c'est quand même un bouquin qui est gros comme ça, donc quand vous enchaînez strip par strip, c'est pas un truc que vous lisez d'une traite, clairement pas. Mais par contre, vous pouvez revenir de manière assez régulière pour découvrir ça. Ça n'a pas vieilli du tout, là on est sur les années de publication 76 à 77, puisque c'est la particularité de cette collection, c'est que c'est publié dans l'ordre chronologique. Le strip, c'est quelque chose qui est publié de manière quotidienne dans les journaux américains et à travers le monde entier. Et en gros, vous allez avoir une espèce de saisonnalité sur les sketchs, c'est-à-dire que quand on va être au niveau de Noël, vous allez avoir des sketchs sur Noël. Quand on va être dans l'été, on va être un peu plus sur l'été, ce genre de choses. Ce qui fait que là, comme c'est publié de manière chronologique, on avance dans le temps et on avance avec le personnage. Ce qui est hyper intéressant. Et à côté de ça, du coup, c'est juste, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. C'est un truc que je lisais quand j'étais gamin en plus. Alors bonjour, aujourd'hui on va parler d'une BD atypique. Une BD qui s'appelle Les damnés de la commune, réalisée par Raphaël Messan aux éditions Delcourt. Je dis réalisée et non pas dessinée et écrite par Raphaël Messan, parce qu'il a eu l'originalité de prendre pour son histoire des illustrations de journaux d'époque, à savoir le 19e siècle, donc des journaux, des gravures, des romans, et avec toute cette matière, il va réaliser son histoire. Pour la plupart, à moins d'être un vrai spécialiste de la période de la Commune, les illustrations ne vous parleront pas. Il y en a certaines toutefois qui ont traversé le temps, et par exemple celle-ci, page 22, celle-ci, qui est extraite des premières éditions des Misérables. Donc ça, c'est pour la technique. De quoi ça parle? Eh bien, Raphaël Messan s'est aperçu qu'il vivait dans un immeuble dans lequel a vécu Lavalette. Il a appris que ce personnage a eu un poste important durant la Commune. Il a fait partie des communards lors de la Commune et l'insurrection de 1871. Et il n'en sait strictement rien. Pourtant, cette proximité géographique va créer une proximité temporelle et susciter sa curiosité. Il va essayer de découvrir qui il était. Il va essayer de découvrir tous les éléments, tous les indices qui vont permettre d'étoffer sa personnalité. Il va aller dans différentes archives, les archives de la police, d'autres archives nationales, certaines spécialisées dans l'histoire de la Commune de Paris, et il va essayer de remonter le fil. Et en découvrant la vie de Lavalette, il va découvrir aussi la vie de toute une population, et c'est tout ceci qu'on va suivre sur plusieurs tomes. Là, c'est le premier qui vient de sortir. Et on va vraiment s'immerger dans le Paris insurrectionnel avec ce second empire qui est en train de s'écrouler. Vraiment à découvrir. Salut tout le monde, alors mon coup de cœur cette semaine c'est Axolot tome 4 chez Delcourt. Alors Axolot, si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer un petit peu le principe. À la base c'est une chaîne YouTube tenue par Patrick Beau, et en fait Patrick Beau il raconte des anecdotes qui sont vraiment arrivées, des choses mystérieuses, des histoires et tout, et c'est vraiment passionnant. Moi c'est une de mes chaînes YouTube préférées, et il se trouve qu'il a décidé d'en faire une bande dessinée, donc ça a commencé longtemps puisque là c'est le tome 4, et le principe de ces bandes dessinées, c'est que Patrick Beau est le scénariste, et en fait, il a autour de lui plein de dessinateurs qui vont chacun illustrer différentes histoires. Donc on a vraiment toutes sortes d'anecdotes. On a des anecdotes sur des lieux étranges, sur des
personnes étranges, sur des histoires étranges qui sont arrivées. Ici, on apprend par exemple qu'un mec coincé sous la neige s'est servi de son propre caca comme poignard. Voilà, c'est formidable, n'est-ce pas? C'est vraiment une BD fascinante à plein de niveaux. Déjà, les styles de BD sont très variés. Donc, on va voir que les dessinateurs prennent vraiment des libertés vis-à-vis des anecdotes et vont vraiment se faire plaisir. On a aussi des textes. Tout simplement, on a des biographies, on a des cabinets de curiosité, c'est-à-dire des pages avec plein de petites anecdotes dessus. Enfin, Axolot, c'est toujours un plaisir pour moi. Les BD sont vraiment bien foutus et chaque tome, je les dévore et celui-ci ne fait pas exception. Donc si vous aimez les petites anecdotes bizarres, faites-vous plaisir. Alors mon coup de cœur de cette semaine, c'est les Carnets de Cerises tome 5. Alors vous allez me dire, j'ai pas attendu le tome 5 pour connaître les Carnets de Cerises, j'imagine que vous connaissez déjà cette série. Si c'est pas le cas, il faut absolument. Ce 5e tome marque un tournant dans l'histoire de Cerise. Ça fait 4 tomes qu'on a des petites enquêtes complètes. C'est une petite fille plein de malice et plein d'humour si jamais vous ne connaissez pas encore. Elle a un passé assez trouble qu'on évoque toujours dans la nostalgie et le petit côté morose dans les albums précédents, tout en gardant quelque chose de très péchu, de très humoristique, enfin, c'est vraiment super drôle. Alors c'est estampillé un peu petite fille, mais il ne faut pas hésiter pour les petits garçons aussi, c'est de la bonne aventure. Donc chaque album est sujet à une grande aventure. Et puis ce 5e tome, comme je le disais, vient marquer un tournant puisque notre petite Cerise, qui grandit maintenant pas mal, a beaucoup de conflits avec sa maman et on va revenir aux sources du problème parce que on le voit depuis plusieurs tomes et notamment dans le dernier, il y a eu un gros clash avec sa maman. Cette fois-ci, il est temps de tourner la page, d'en apprendre un peu plus sur le passé de Cerise et notamment sur son papa qui a toujours été un peu mystérieux. Cet album est hyper émouvant et pourquoi il m'a complètement chamboulé, parce qu'en fait vraiment ce tome 5, j'ai envie de mettre l'accent dessus parce que il m'a vraiment touché. C'est un petit peu, je ferai la comparaison avec Toy Story 3, c'est-à-dire que Toy Story 3 c'est le 3e de la série, on n'en attend peut-être pas grand-chose. Et si vous avez vu la scène de fin, alors je ne vous la spoil pas si vous ne l'avez pas vu, c'est un truc qui a chamboulé beaucoup de gens, et notamment peut-être de mon âge, qui l'ont vu. C'était un truc qui vous retourne la fin de Toy Story 3, et ben là c'est un petit peu pareil, ils savent faire beaucoup, c'est beaucoup un album tourné vers l'émotion, vers quelque chose de très sensible, mais écrit avec beaucoup d'intelligence, ce qui fait que c'est pas gnangnan, c'est pas, on pourrait sortir les violons et ça, là pas du tout, c'est écrit avec beaucoup de finesse, et ça vient nous choper aux tripes, et c'est génial, et nul doute que ça marque un grand tournant dans les Carnets de Cerises. Voilà, donc à découvrir absolument, si vous n'avez pas les 4 premiers, il faut que vous couriez les acheter. Et puis c'est un super cadeau à mettre sous les sapins. Mon coup de cœur cette semaine, c'est un titre Star Wars, et je crois que c'est la première fois que je parle d'un titre Star Wars ici à la mystérieuse librairie nantaise, et pour un titre en VF, donc sorti chez Panini Comics, qui continue d'éditer la licence. C'est Dr. Aphra, ou Dr. Aphra en anglais, que je lis du coup depuis l'année dernière, puisque c'était le titre mystère Star Wars de Marvel en décembre dernier. Il arrive du coup à peu près un an après en France. Dr. Aphra, c'est un personnage que vous avez peut-être vu si vous avez lu la série Dark Vador de Kieron Gillen. C'était son acolyte, c'était son bras droit, une sorte d'archéologue slash mercenaire qu'il utilisait pour accomplir sa mission. Et Marvel et Kieron Gillen, le scénariste, donc, que vous connaissez sans doute aussi pour The Wicked and the Divine, sorti chez Glénat Comics, ont décidé d'en faire une série à part. Et il se trouve que c'est peut-être la meilleure série Star Wars en ce moment en VO et sans doute du coup en VF. Ça insiste beaucoup plus sur le côté archéologue du personnage. On est très clairement dans un Indiana Jones mais dans l'univers de Star Wars, les deux étant liés par George Lucas, c'est plutôt bien vu. Et en fait ce qui est assez intéressant, c'est que Kieron Gillen, le scénariste, n'a pas forcément à jouer, ça se passe toujours entre les épisodes 4 et 5 de la saga, mais il n'a pas à jouer autant que dans Star Wars, autant que dans Dark Vador, même si la série Star Wars doit aussi s'embarrasser des personnages des films. Là c'est un personnage inédit. C'est d'ailleurs l'un de mes chouchous personnellement dans le nouveau canon Star Wars. Donc je suis très content qu'elle ait sa propre série. Et elle est très bien écrite, c'est assez frais, c'est assez drôle. Elle a toute une bande de copains qui sont composés de 2 droïdes tueurs et d'un Wookiee assez belliqueux. Et ensemble ils vont enquêter sur une relique Jedi. Donc c'est
une BD d'aventure, je dirais, plutôt qu'une BD d'action comme l'était peut-être plus Star Wars ou une sorte de thriller politique comme l'était Dark Vador. Donc c'est plus léger, ça se lit bien. Je pense que pour les gens qui n'ont pas lu Dark Vador, ça se lit bien aussi, parce que vous avez juste à savoir qu'elle a travaillé avec lui et c'est très bien récapitulé dès les premières pages. Donc je la conseille à tout le monde, y compris les gens qui éventuellement auraient envie de lire des titres Star Wars, pas pour revoir ce qu'ils ont vu dans les films, mais pour voir d'autres choses. Et là, il y a d'autres choses, et ce qui est plutôt cool, c'est que c'est signé au dessin par Kev Walker, qui a un dessin beaucoup plus... alors ça, c'est pas lui, ça c'est Salvador Larroca, qui est moins talentueux, mais Kev Walker, c'est un mec qui a un style beaucoup plus cartoon, et en fait, je trouve que ça marche hyper bien avec Star Wars. C'est aussi un gars qu'on a vu sur des cartes Magic, sur des illustrations Warhammer, etc. Donc il maîtrise vachement ce côté lore de Star Wars, que j'ai beaucoup apprécié dans cet album. Ça coûte 15 €, c'est sorti chez Panini Comics, et il y a les 6 premiers numéros en VO dans cet album. C'est plutôt cool qu'ils aient attendu pour proposer cet album, donc jetez-vous dessus pour les fins d'année. Pour la fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, mais pas les fins d'année, car il n'y en a qu'une par année, hein, a priori. Voilà.